D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Laurent Sabat, je suis chef de clinique en cardiologie. Je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou. Je vais être avec vous pour les conférences de cardiologie D3 et D4. Aujourd'hui, c'est donc une conférence de D3. Il va y avoir deux dossiers courts, puis deux dossiers longs, euh, un peu plus transversaux, et on finira à chaque fois par des lectures d'électrocardiogramme, puisque c'est en général ce qui tombe à l'examen comme iconographie concernant les dossiers de cardiologie. Donc la cardiologie, c'est une grosse spécialité pour l'examen national classant. Quasiment tous les ans maintenant, depuis que les dossiers sont bien transversaux, il y a de la cardiologie, donc c'est sûr, ça va tomber. Donc il faut bien se préparer dès maintenant pour cette éventualité. Donc on va traiter des choses qui peuvent tomber, des choses aussi qui vont permettre de comprendre la spécialité et vous aider aussi dans vos stages, aussi bien que dans l'examen. Donc on va commencer avec le cas clinique numéro 1, qui est un dossier court. Alors, il s'agit d'une patiente de 50 ans, sans facteur de risque cardiovasculaire, qui consulte pour un premier épisode de palpitations qui ont débuté il y a quelques heures. Elle n'a donc aucun antécédent cardiovasculaire ou autre, n'a pas de traitement. Votre examen clinique trouve des bruits du cœur rapides mais réguliers. Il n'y a pas de souffle cardiaque, il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque gauche ou droite, et on réalise un électrocardiogramme. Première question, donc l'interprétation de son électrocardiogramme. Donc pour répondre à cette question, il faut une durée d'environ 5 minutes maximum.
Donc l'interprétation de l'électrocardiogramme, là il s'agit d'être vraiment systématique, ne pas tout de suite se jeter sur le diagnostic, et bien insister sur ce que vous voyez dans l'ordre de l'interprétation. Pour lire un électrocardiogramme, on commence toujours par dire si le rythme est sinusal ou pas. Donc la définition d'un rythme sinusal, c'est la présence d'ondes P avant les QRS. Tous les QRS passent une onde P. Ensuite, il faut voir si le rythme est régulier ou pas, ce qui ici manifestement est le cas. Ensuite, on va parler de la fréquence, qu'on pourra calculer soit en s'aidant d'une règle ECG, soit en s'aidant de la graduation sur la feuille. Ensuite, l'axe des QRS. Ensuite, l'onde P qu'il faudra analyser, voir si elle est hypertrophiée, présente, absente. L'espace PR, voir s'il est normal, trop court ou allongé. Ensuite, les QRS, voir s'ils sont normaux, fins, larges. Et on termine par l'analyse de la repolarisation. Il ne faut jamais oublier d'analyser s'il y a une présence d'onde Q ou pas. Alors pour ce tracé, on a un rythme qui est rapide, donc une tachycardie. La fréquence, c'est aux alentours de 150 par minute. Mais surtout, ce qui est important, c'est de dire que c'est une tachycardie régulière. Donc une tachycardie régulière à 150 par minute, en dehors d'un contexte d'effort, ne peut être qu'une tachycardie supraventriculaire. Donc on va voir dans la suite du dossier quelles maladies peuvent donner ce genre de tachycardie. Ici, chez ce patient, donc, on va analyser tout dans l'ordre. Donc d'abord, on ne voit pas d'ondes P à proprement parler, donc on ne peut pas dire que le rythme est sinusal. Elles sont remplacées par contre par des ondes F en toit-d'usine, qu'on voit très bien ici, par exemple, qui battent à une fréquence de 300 par minute. Donc ces ondes F sont assez typiques de ce qu'on appelle le flotteur auriculaire. La fréquence de 300 par minute, c'est la fréquence classique du flotteur. Ensuite, la réponse ventriculaire, vous voyez que pour 2 ondes F, il y a un QRS, donc elle est en 2 sur 1. Pour une fréquence auriculaire de 300 par minute, on aura donc une fréquence ventriculaire de 150 par minute. Ensuite, l'axe des QRS, ils sont positifs en D1, et lorsqu'on regarde en AVF, ils sont également positifs, donc l'axe est normal. Ensuite, on analyse donc la largeur des QRS, qui sont fins comme on l'a vu au début, il n'y a pas de bloc de branche, et c'est un argument supplémentaire pour dire que la tachycardie est supraventriculaire. Enfin, on analyse la repolarisation, elle est strictement normale, les ondes T sont positives et pas trop amples dans toutes les dérivations. Donc on a une tachycardie régulière à QRS fin à 150 par minute, absence d'ondes P remplacée par des ondes F en toit d'usine qui battent à 300 par minute, donc un diagnostic typique de flotteur commun ou flotteur 2 sur 1. Donc on va voir maintenant la réponse au propre en réinsistant sur les points importants. Donc le plus important de bien dire qu'il s'agit d'une tachycardie régulière, donc ça élimine les arythmies irrégulières comme la fibrillation atriale. Ce qui est aussi très important, c'est qu'il n'y a pas d'ondes P et qu'elles sont remplacées par les ondes F en toit d'usine. Ça, c'est typique du flotteur. Aucune autre maladie ne se manifeste par ce genre d'anomalie. Pour faire un diagnostic différentiel avec les autres tachycardies supraventriculaires en 2 sur 1, qu'on va voir tout à l'heure, il faut regarder s'il y a un retour à la ligne isoélectrique. Donc là, on peut revenir sur l'électrocardiogramme. Vous voyez qu'il n'y a pas de retour à la ligne isoélectrique sur les dérivations inférieures. Les QRS sont toujours au-dessus de la ligne de base. On verra après, pour le diagnostic différentiel, que ce n'est pas toujours le cas. Donc les QRS sont fins, c'est également très important. Il n'y a pas de tachycardie ventriculaire qui là est un diagnostic d'urgence. Et la repolarisation est normale. Donc le diagnostic, flotteur commun ou 2 sur 1, c'est la même chose. Ce qui est très important chez cette patiente, c'est que c'est le premier épisode, qu'il évolue depuis quelques heures seulement, donc on va pouvoir essayer de le réduire sans prendre de précautions trop importantes. Donc la deuxième question, quel traitement non invasif proposer pour cette patiente, sachant donc qu'il s'agit du premier épisode documenté de flotteur et qu'il évolue depuis moins de 72 heures. Donc pour répondre à cette question, il faut une durée d'environ 10 minutes.
Alors, concernant le premier épisode d'arythmie supraventriculaire, a priori sur cœur sain chez cette patiente, puisqu'on insiste bien dans l'énoncé, il n'y a pas d'antécédent, pas de facteur de risque. C'est très simple. On est dans le meilleur des cas pour faire une réduction d'emblée. Il n'y a pas besoin d'éliminer un caillot dans le cœur, comme ça devrait être le cas dans d'autres maladies. Il faut bien sûr s'assurer à l'interrogatoire, et éventuellement par une échographie cardiaque, que le cœur est sain, et s'assurer que l'arythmie en est bien à son premier épisode et qu'il évolue depuis moins de 72 heures. Ici, c'est le cas, donc on peut faire une réduction d'emblée. Alors, pour faire une réduction d'emblée, il n'y a pas besoin d'anesthésie générale, surtout pour cette arythmie qui se réduit assez facilement. On peut utiliser une réduction pharmacologique en utilisant un médicament qui s'appelle la cordarone, l'amiodarone. Donc, la réduction peut se faire soit par cordarone par voie orale, soit par voie intraveineuse. Par voie orale, la dose c'est 30 mg par kilo, donc il faut bien prévenir les patients qu'on va leur donner 10 à 12 comprimés en fonction de leur poids de ce médicament. La réduction apparaît au bout de quelques minutes en général au décours. Il faudra continuer les jours suivants la dose de charge par décroissance posologique qui se fera petit à petit. On peut également donner une dose de charge en intraveineux. Par contre, il faut savoir que la cordarone en intraveineux est assez toxique, donc il faut la passer sur une durée longue, au minimum 30 minutes par ampoule, sans dépasser 2 ampoules par 24 heures, donc environ en 1 heure. Avant de tenter la réduction, il faut toujours éliminer une anomalie biologique qui pourrait favoriser l'arythmie. Donc la première, c'est l'hypokaliémie. En cas d'hypokaliémie, il faudra d'abord la traiter avant d'essayer de réduire l'arythmie par ce traitement-là. L'autre point très important du traitement, c'est l'anticoagulation qui devra être efficace. Lorsqu'il s'agit du premier épisode d'arythmie supraventriculaire sur cœur sain, l'anticoagulation au long cours n'est pas indiquée. Par contre, il faut toujours un petit peu de traitement anticoagulant pendant une durée de quelques jours, 1 mois pour certains, à dose efficace par AVK. Donc ici, on débutera l'anticoagulation par héparine de bas poids moléculaire ou héparine non fractionnée. Peu de temps après, on pourra tenter la réduction par cordarone. Après l'obtention de la réduction, il faudra discuter du traitement de fond. Chez cette patiente, premier épisode sur cœur sain, ce ne sera pas nécessaire. Troisième question, quels sont les autres moyens de réduire ce genre d'arythmie? Pour répondre à cette question, il faut environ aussi 10 minutes.
Alors, il y a différents moyens de réduire une arythmie supraventriculaire comme le flutter. Le flutter, contrairement à la fibrillation atriale, c'est une arythmie organisée, donc facilement accessible à une réduction. Il s'agit de macro-réentrer dans l'oreillette droite. Donc, des grosses réentrées dans l'oreillette droite, et puis ensuite une conduction auriculo-ventriculaire en 2/1 en général. Donc, pour réduire cette arythmie, plusieurs possibilités. La première, on vient de la voir, c'est la réduction pharmacologique, par exemple par cordarone, qui peut se faire en intraveineuse ou en comprimé. L'autre mode de réduction de l'arythmie, c'est le choc électrique externe. Là, par contre, c'est un petit peu plus lourd puisqu'il nécessite une anesthésie générale, donc il faut une consultation d'anesthésie. On peut faire la réduction par choc électrique, par exemple à 200 joules, c'est assez souvent nécessaire puisque cette arythmie est bien organisée et qu'elle répond facilement au traitement. Donc ça, c'est un petit peu lourd, il faut endormir le patient. Autre mode de réduction pour cette arythmie, la stimulation auriculaire. On va essayer par des sondes de provoquer une tachycardie dans l'oreillette, une fréquence cardiaque supérieure à celle du flutter. Ici, donc, l'activité auriculaire est à 300 par minute, donc il faudra la stimuler à plus de 300 par minute. Pour ça, donc, il faut positionner une sonde au niveau de l'oreillette droite. Il y a deux moyens d'atteindre l'oreillette droite. Soit on passe par l'œsophage, la sonde arrive juste derrière l'oreillette. On s'assure qu'on est bien derrière l'oreillette par un électrocardiogramme avec électrode œsophagienne. Et ensuite, on va stimuler cette oreillette à plus de 300 par minute pour essayer de réduire l'arythmie. Un des risques de cette technique, c'est de dégrader l'arythmie qui est régulière, donc le flutter, en fibrillation atriale. Et là, par contre, la réduction est un peu plus compliquée. Autre manière d'atteindre l'oreillette droite, c'est de passer par la voie veineuse centrale, par exemple le fémoral, une ponction sous anesthésie locale, et on monte les sondes jusqu'à l'oreillette droite en passant par les veines caves. Et ensuite, on stimulera également l'oreillette à la fréquence de plus de 300 par minute pour essayer de réduire l'arythmie. Dernière technique de réduction, plutôt de traitement définitif de cette arythmie, c'est l'ablation. Depuis quelques années, c'est une technique qui est assez bien maîtrisée par les cardiologues interventionnels. Il s'agit de détruire, après l'avoir repéré par cartographie en général, la zone qui provoque le flutter, la zone de réentrée dans l'oreillette. Une fois qu'elle est détectée, on peut la détruire de deux manières, soit en la brûlant par des ondes de haute fréquence, c'est l'ablation par radiofréquence, soit par le froid avec un crayon au froid qu'on appelle la cryoablation. En général, le résultat est excellent, il n'y a plus jamais d'arythmie après, ou alors c'est un autre type d'arythmie qui apparaît. L'avantage de cette technique, c'est que c'est un traitement définitif, pas besoin de traitement de fond, pas besoin de traitement anticoagulant, même s'il y a une cardiopathie sous-jacente associée. Dernière question pour laquelle il faut environ 5 minutes. Les deux principaux diagnostics différentiels devant une arythmie supraventriculaire régulière à 150 par minute environ.
Alors la première, c'est la tachycardie atriale, qu'on appelait avant tachysystolie auriculaire. Il s'agit aussi d'une arythmie par macro-réentrée dans l'oreillette droite. Donc les ondes P, les ondes auriculaires battent à 300 par minute et la réponse ventriculaire en général est en 2/1 à 150 par minute en l'absence de traitement. Il y a des différences qu'on va voir juste après sur un électrocardiogramme avec le flotteur 2/1. Ici par exemple, c'est une tachycardie atriale un peu dégradée. On ne voit pas d'onde F en toit d'usine, mais on voit surtout des ondes P qui battent à 300 par minute. Ici, 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 ici. On les voit surtout en V1 et il y a un retour à la ligne isoélectrique. Ces ondes P sont des ondes P amples, un petit peu trop grosses par rapport aux ondes P normales. Lorsqu'on regarde en D2, D3 et AVF, comme c'était le cas pour le flotteur, on ne retrouve pas cet aspect de grande onde P. C'est ça le principal élément différentiel entre les deux diagnostics. Mais là aussi, les QRS sont fins. Là aussi, la repolarisation est normale s'il n'y a pas de cardiopathie ischémique sous-jacente. Et sur cet électrocardiogramme, l'axe est également normal. Le traitement est strictement identique à celui du flotteur. Deuxième type de tachycardie qui pourrait faire un diagnostic différentiel, tachycardie jonctionnelle. Donc là, le point de départ, ce n'est pas l'oreillette droite, mais c'est la jonction auriculo-ventriculaire. Donc on fera facilement la différence entre les deux, puisque étant donné que la tachycardie part de la jonction, il n'y aura pas d'onde P. Donc ici, vous voyez un exemple. On regarde par exemple en V1, absence d'onde P, mais par contre, des ventriculogrammes fins qui battent encore à 150 par minute. Les ondes P, on pourrait les démasquer en faisant un test à la striadine, un médicament qui bloque la conduction auriculo-ventriculaire. Ça permettrait de réduire l'arythmie et de faire réapparaître les ondes P. D'autres modes de réduction pour l'arythmie jonctionnelle. Je vous avais dit tout à l'heure que la tachycardie atriale se réduisait exactement de la même manière que le flotteur. Pour les tachycardies jonctionnelles, c'est beaucoup plus simple. En général, étant donné que le point de départ est la jonction auriculo-ventriculaire, c'est très sensible aux manœuvres vagales. Donc une compression des globes oculaires après s'être assuré qu'il n'y a pas de glaucome, de corps étranger. Une compression des carotides après s'être assuré qu'il n'y a pas de souffle, de sténose possible, normalement suffisent à réduire. En cas d'échec, on peut utiliser des médicaments qui ralentissent la conduction auriculo-ventriculaire. Le plus célèbre d'entre eux, donc, c'est la striadine de l'ATP. Il faut faire une ampoule en IV direct. Il faut prévenir le patient que ça va provoquer une grande sensation de chaleur. Ça peut donner des petites pauses cardiaques un peu courtes. Et puis en général, après, l'activité cardiaque reprend spontanément, normalement. Ensuite, il faut se poser la question de la prévention des récidives. Là encore, comme pour le flotteur, on peut repérer la zone qui sert de point de départ à l'arythmie et la détruire par radiofréquence. C'est un traitement définitif. Voilà, premier dossier. Donc en conclusion sur ce premier dossier, qui est quand même assez important, il s'agit là d'une arythmie. Donc peu importe le type d'arythmie que vous aurez, par exemple, le jour de l'examen, il peut s'agir d'une arythmie supraventriculaire régulière, comme le flotteur, la tachycardie atriale, ou moins probablement la tachycardie jonctionnelle. Il peut aussi s'agir d'une arythmie supraventriculaire irrégulière, la fibrillation atriale, on en reparlera. Ce qui est très important, c'est qu'il y a des recommandations qui datent de l'année 2006 sur le traitement de ces arythmies, en fonction de la durée de la crise, en fonction de plusieurs critères emboliques qu'on redétaillera plus tard. Il faut voir comment traiter cette arythmie. Ce qui est très important, c'est que là, on est dans les premières 72 heures, sur cœur sain a priori, donc pas besoin d'éliminer un thrombus intracardiaque, pas besoin de scanner cardiaque, pas besoin d'échographie transœsophagienne. La réduction peut se mener d'emblée. Ensuite, ce qui est très important, c'est de faire le diagnostic électrocardiographique entre toutes ces arythmies supraventriculaires, le diagnostic de gravité. Ici, il n'y a aucune gravité, l'arythmie est bien tolérée. Et ce qui est important, c'est la largeur des QRS. On en reparlera aussi, les QRS sont fins, l'arythmie est bien tolérée, donc on pourra la réduire facilement.